Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de schéma explicatif pour l'avant-dernier chapitre du programme de management en première STMG. Chapitre 10, les stratégies des organisations publiques, quelles spécificités? Donc on vient de passer 2 chapitres à étudier les particularités des stratégies des entreprises. Il faut encore qu'on étudie les organisations publiques et dans le chapitre 11, les stratégies des organisations de la société civile. Donc cette vidéo va être assez rapide étant donné que ça va être des chapitres beaucoup plus courts que les chapitres que vous venez de voir. Donc on y va tout de suite. Première séance, comment les objectifs stratégiques des organisations publiques répondent-ils à leur mission? Alors déjà, il faut bien se souvenir que les organisations publiques ont pour mission principale le fait de satisfaire l'intérêt général. Et donc, comment est-ce qu'elles font ça? Comment est-ce qu'elles peuvent satisfaire l'intérêt général? À l'aide des finalités de base des organisations publiques. Il peut y avoir 2 finalités principales. La gestion des biens publics. Rappelez ce que c'est qu'un bien public, hein. C'est un bien qui ne fait ni rivalité ni exclusion, que tout le monde peut utiliser de la même manière. Et la production, deuxième finalité, la production de services publics, la plupart du temps non marchands. Là, c'est tout ce qui touche oui, aux services publics, donc la poste, l'école, la mairie, etc. Donc ça, ce sont les finalités des organisations publiques qui servent à satisfaire l'intérêt général. Et comment on fait ça aussi? En suivant les principes du service public. Ces principes du service public, vous avez tout d'abord la continuité. Quand on parle de continuité, c'est-à-dire que le service public doit constamment être actif, il ne doit pas s'arrêter. L'égalité et l'équité entre les personnes. Alors la différence entre égalité et équité. Égalité, tout le monde reçoit la même chose. Équité, chacun reçoit quelque chose de différent selon ses besoins. Une personne qui a moins de besoins va recevoir moins. Une personne qui a plus de besoins va recevoir plus. Et l'adaptabilité, ça veut dire que le service public doit être capable de s'adapter aux évolutions de la société et aux évolutions des besoins des usagers. Je vous rappelle que quand on est dans une organisation publique, notamment dans le service public, on ne parle pas de clients ou autres, on parle d'usagers, de personnes qui utilisent le service public. Alors, il y a une distinction à faire entre ce qu'on appelle des stratégies centrales et des stratégies territoriales. Donc là, je vous donne l'exemple de la France avec Paris et chez nous, Nancy. À Paris, donc au niveau de l'administration centrale, on met en place des stratégies centrales, hein, c'est logique, administration centrale, stratégie centrale. Et lorsque ces stratégies sont mises en place au niveau central, elles sont, entre guillemets, envoyées vers les différentes collectivités, et ces collectivités vont devoir les mettre en œuvre ces stratégies centrales en mettant elles-mêmes en œuvre des stratégies territoriales qui correspondent à ces stratégies centrales. En gros, la stratégie centrale, c'est l'ordre qui est donné, et la stratégie territoriale, c'est la stratégie qui est réellement mise en place par rapport à cet ordre dans les différentes communes. Donc là, j'ai mis Nancy, mais bon, toutes les communes qui sont touchées par une stratégie centrale mettent en œuvre une stratégie territoriale en contrepartie. Enfin, les différentes manières que peuvent utiliser les organisations publiques pour faire leur mission, comme dit, c'est encore des choses qu'on avait déjà en grande partie vues en début d'année, c'est bien de les revoir. On a la délégation de services publics, c'est le cas où une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public à un délégataire qui peut être chargé par exemple de construire des ouvrages, acquérir des biens nécessaires au service, etc. Donc la personne morale de droit public, on va prendre l'exemple de l'État, elle va demander à une entreprise, par exemple, de réaliser le service public à sa place. Ensuite, le contrat de partenariat. Donc l'État ou tout établissement public qui confie à un tiers une mission globale, ainsi que le financement, sans participation au capital. Et enfin, le contrat de concession de travaux publics, c'est un contrat administratif dont l'objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un concessionnaire. Là, en gros, l'État demande à une entreprise de BTP de fabriquer quelque chose pour le service public. C'est tout. Parce que la plupart du temps, l'État n'est pas une entreprise de BTP. Donc il faut demander à une vraie entreprise de BTP de faire les travaux. C'est logique. Alors, séance 2, dans quel cadre réglementaire la stratégie des organisations publiques s'inscrit-elle? Déjà, de base, c'est le budget de l'État qui compte. Comment ça marche le budget de l'État? Je vous rappelle qu'un budget, c'est un ensemble de recettes et un ensemble de dépenses. Les recettes, les trois quarts, c'est des recettes fiscales, donc qui dépendent de la législation fiscale, du cadre fiscal qui est fixé, les impôts qui vont être perçus, qui peuvent augmenter, qui peuvent diminuer. Ils ont plutôt tendance à augmenter, hein, vous êtes d'accord? Et il faut savoir que les recettes et les dépenses sont toujours égales, elles doivent être égales dans le budget. Ce qui fait que si les recettes diminuent, si les recettes fiscales sont limitées, les dépenses aussi vont être limitées. Pour pouvoir augmenter les dépenses, il faut pouvoir augmenter les recettes en contrepartie. Donc ça déjà, c'est le premier cadre principal.
Si on a suffisamment de recettes, on peut faire assez de dépenses, mais si on a moins de recettes fiscales, on va être obligé de réduire les dépenses et donc ça peut bloquer certaines stratégies, parce que je vous rappelle que pour mettre en place une stratégie, il faut de l'argent. Si on n'a pas d'argent, eh ben, pas de stratégie. On a aussi les règles qui sont fixées par l'Union européenne qui doivent être prises en compte. Si vous vous souvenez du début de votre cours de droit, on parle de la hiérarchie des sources. Le droit européen est supérieur au droit national. Donc le droit national doit pouvoir être en accord avec le droit européen. Donc les règles fixées par l'Union européenne doivent aussi être prises en compte dans la stratégie des organisations publiques. Et enfin, dernière séance, comment assurer la transparence et tenir compte des groupes de pression? Alors déjà, pour la transparence, il y a une obligation légale de transparence pour les organisations publiques, qui vient de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. On peut demander les comptes de n'importe quoi par rapport au service public. Et il y a aussi, pour le service public, l'obligation de mettre à disposition les règles de droit et l'information administrative pour renseigner le contribuable finançant l'action publique. C'est un fait, les lois sont censées être à disposition de tout le monde. Vous avez par exemple le site Légifrance qui vous donne toutes les règles de droit qui sont disponibles dans tous les codes. C'est de là que vient l'expression « nul n'est censé ignorer la loi ». Vu que les lois sont forcément mises à disposition de tout le monde, personne ne peut venir en disant « Ah, je ne savais pas que c'était interdit ». Ça, ce n'est pas possible à cause de cette obligation. Donc ça, c'était pour la transparence. Au niveau des groupes de pression, alors déjà, un groupe de pression, c'est un ensemble de personnes qui forment souvent une organisation, mais parfois non, qui ont pour but de défendre leurs propres intérêts. Donc, vu qu'ils peuvent défendre leurs intérêts, ils vont pouvoir faire pression sur les administrations publiques, sur les organisations publiques, en mettant en place des contraintes diverses. Par exemple, les groupes de pression les plus connus, c'est ceux qui sont liés aux grosses entreprises, on parle souvent des lobbies pharmaceutiques, etc. Ils peuvent par exemple dire, bah écoutez, si vous refusez d'aller dans le sens de nos intérêts, bah, nous on s'en va du pays. Nous on va produire dans d'autres pays et puis vous, on vous laisse dans votre coin. Voilà, ça c'est le genre de contraintes que les groupes de pression peuvent faire. Donc, étant donné que cette pression est faite sur les administrations publiques, ces administrations peuvent être amenées à modifier leur stratégie pour pouvoir essayer de passer de la pommade, on va dire, sur les différents groupes de pression pour éviter de tomber dans leurs contraintes. Voilà donc pour cette vidéo d'explication du chapitre 10 sur les stratégies des organisations publiques, quelles spécificités. Voilà, donc il ne nous restera plus qu'un seul chapitre, le chapitre sur les organisations de la société civile et leurs stratégies. Donc je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.